Bonjour à tous. Donc, je vais intervenir sur les freins et leviers au déploiement de solutions dans les élevages pour ne plus castrer les porcelets à vif. Donc, la question devrait à peine se poser puisque depuis le 31 décembre 2021, normalement, les porcelets ne sont plus castrés à vif parce qu'un arrêté du 24 février 2020 le prévoyait. Donc, l'arrêté de la castration chirurgicale des porcs à vif est interdite. Seule la castration chirurgicale avec anesthésie et analgésie par d'autres moyens que le déchirement des tissus est autorisée. Et 3 alternatives sont disponibles. Donc la castration avec analgésie et anesthésie, donc qui revient à castrer mais en prenant en charge la douleur. L'immunocastration, qui est une castration par la vaccination. Et le mal entier, qui correspond à ne plus castrer. Donc je vais passer en revue chacune de ces alternatives en tant qu'observateur de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Donc je vais m'appuyer sur l'expertise qu'on peut avoir au niveau des chambres d'agriculture sur ce sujet, et en tant qu'observateur sur ces pratiques. Donc, qu'en était-il en septembre 2022? Donc, j'ai mis 1 an et demi après l'interdiction, c'est faux, c'est plutôt 9 mois après l'interdiction effective. Un travail qui avait été fait, donc c'était par la chaire bien-être animal l'année dernière, soulignait au travers de l'enquête qu'ils avaient fait auprès d'experts une réglementation qui était qualifiée de précipitée et insatisfaisante, que pour de nombreux éleveurs, il n'y avait pas de réel autre choix que celui de la castration, qui soulignait aussi que les abatteurs ne jouaient pas le jeu, dans le sens où ils ne prenaient pas tous du mal entier pour prendre cette alternative, et que l'anesthésie n'était pas pratiquée par tous les éleveurs, soit par principe, soit par manque de temps, ou pas convaincus du tout par la technique. Donc ça, c'était il y a 1 an, et pour préparer cette intervention, j'ai pris quelques contacts avec des acteurs de la filière pour savoir ce qu'il en était aujourd'hui, avec une difficulté pour la plupart des opérateurs que j'ai contactés d'avoir des chiffres sur les alternatives. Donc le mâle entier doit représenter aujourd'hui autour de 40% de la production de mâles au niveau national, mais pour les autres alternatives, des difficultés à donner des pourcentages. Avec une tendance lourde quand même qui est soulignée par tous, c'est le développement du mâle entier, avec plusieurs abattoirs aujourd'hui qui l'acceptent. Un développement aussi de l'immunocastration, mais de façon un peu plus confidentielle, et essentiellement avec un abattoir, en tout cas dans le Grand Ouest, et toujours une part de castration mal faite par un certain nombre d'éleveurs. Alors, quand on parle de castrer les porcs, déjà, c'est une pratique ancienne avec des remises en cause qui sont plutôt récentes. Alors, pourquoi on castrait les porcs? C'est parce que les porcs non castrés, en tout cas, produisent de l'androstéronone et de l'escatol qui provoquent des odeurs désagréables dans la viande pour une part des animaux. On évalue environ à 2% avec des mâles entiers lorsque la conduite est maîtrisée. Par contre, quand on a des génétiques particulières, notamment des races locales et des conditions de logement qui ne sont pas maîtrisées, là, le pourcentage de carcasses odorantes peut s'envoler et donc rendre la qualité de la viande très dégradée avec un risque très très fort en fait, de rejet des consommateurs. Le porc castré est également plus gras et il y a aussi les conséquences au niveau du comportement sexuel du porc. Le mâle castré étant plus docile, donc quand on a un groupe de lot de mâles entiers, ce n'était pas toujours facile à vivre pour les éleveurs. Alors, la castration des porcelets, c'est une histoire ancienne. Et c'était une pratique, une habitude ancrée chez les producteurs depuis de très nombreuses années. Et donc là, j'ai pris une illustration tirée d'un film que vous trouvez sur le site de l'INA, qui peut être intéressant pour aller voir ce qui se passait en 1947, où on proposait de castrer au plus tard dans les 4 semaines après la naissance, bien entendu à vif. En 1957, voilà, sur un bouquin sur le porc, sur la castration qui doit être pratiquée à l'âge de 3 semaines, le même taux de l'éleveur de porc, donc de l'ITP à l'époque, en 1971, soulignait que la castration était pratiquée soit vers 5-7 jours, proposait d'éviter à 20 jours, mais on pouvait toujours castrer à 5-6 semaines. Donc c'était en 1971. En 1991, une directive demandait à ce que une anesthésie, si la castration était réalisée après 4 semaines, il a fallu attendre 2001 pour que l'anesthésie analgésie soit proposée si la castration a lieu après 7 jours d'âge. Donc bien entendu, on voit au travers de ces quelques dates toute l'évolution qu'il y a eu en termes d'évolution, en tout cas sur les âges à la castration. Mais en tout cas, c'est une habitude ancienne. Ça fait des dizaines d'années que les éleveurs castraient les cochons. Et avec bien entendu une castration à vif, dans tous ces cas, sans prise en charge de la douleur. En 1947, je pense qu'on ne se posait pas trop la question. Alors, dans les années 2000, la donne a changé. Il y a la question du bien-être animal qui est arrivée.
Puis c'est seulement dans les années 2000 qu'on commence à se rendre compte que le porcelet, il a peut-être mal quand on le castre à vif. Là, j'ai repris deux exemples publiés par Armel Prunier, c'était aux Journées de la recherche porcine en 2002, où il avait fait une première synthèse sur la douleur chez l'animal, chez le porc, où on mesurait, donc sur ces deux graphiques, les conséquences de la castration à vif ou de l'anesthésie, au travers de deux indicateurs qui pouvaient être les comportements de grattage des porcelets. On constate que quand les porcelets sont castrés, ils se grattent l'arrière-train, ou l'autre indicateur qui était le niveau de cri. Plus, si les porcelets sont castrés à vif, ils crient plus que quand ils ne sont pas castrés, hein, ça va de soi, ou quand ils sont seulement manipulés, et ils crient plus aussi que quand ils sont anesthésiés. On recherche aussi toujours des animaux moins gras, les mâles entiers étant plus gras que les mâles castrés, et aussi la recherche de l'efficacité alimentaire et des conséquences sur l'impact environnemental, sachant que le mâle entier est plus efficace sur le plan alimentaire. Au niveau de la filière, ce qui a changé dans les années 2010, c'est une déclaration volontaire, une déclaration de Bruxelles, avec un engagement volontaire des filières au niveau européen, qui s'engageait en 2012 en prenant en charge la douleur, avec l'arrêt de la castration, avec un objectif en 2018, sous réserve de trouver des solutions satisfaisantes aux odeurs sexuelles. En 2012, en France, ce qui a joué beaucoup, c'est la Coperle, donc le groupement situé à Lamballe, qui proposait du mâle entier à ses adhérents avec détection des carcasses odorantes à l'abattoir. Avec, dans ce cas, un protocole de conduite, de génétique et d'alimentation qui était précis, l'objectif étant de réduire les facteurs de risque. Mais en demandant aussi un engagement de groupe avec l'achat de l'aliment et de la génétique au sein du groupement Coperle, et seuls finalement les éleveurs du groupement étaient engagés vers le mâle entier, avec une impossibilité pour les éleveurs qui n'étaient pas dans cette structure de pouvoir commercialiser leur porc entier. En 2014, la filière, au travers le porc français et dans son cahier des charges QT, demandait l'analgésie. Donc là, on n'était pas sur l'anesthésie, mais seulement de l'analgésie. Et en 2021, tout ça s'est traduit par l'arrêt ministériel qui interdit l'arrêt de la castration à vif. Et pendant tout ce temps-là, aussi des campagnes des associations welfaristes. Et ici, j'ai repris une illustration de la campagne de Wellfarm qui demandait finalement l'arrêt de la castration avec des illustrations et puis une campagne qui a été même menée dans le métro parisien. Alors, quand on parle d'arrêt de la castration à vif, de quoi on parle déjà, la castration est réalisée pour la qualité de la viande. Et là, il faut regarder non pas uniquement ce qui se passe dans l'élevage, parce que la castration ou pas se réalise au sein de l'élevage, mais qu'il y a des freins et des leviers sur les alternatives qui dépendent aussi, je dirais, surtout de la manière dont sont commercialisés les porcs. Et dans cette présentation, comme l'objectif est de travailler sur les freins et leviers de la castration, je vais regarder plutôt ce qui se passe au niveau de l'échelle de l'élevage en termes de stratégie de développement. Donc l'éleveur va vendre ses cochons à un abatteur. Là, j'ai représenté que l'abatteur comme manière de commercialiser les porcs, mais on pourrait représenter aussi les consommateurs. Alors, quelles sont ces alternatives et quels sont les freins et les leviers sur ces différentes alternatives? Donc déjà, pour la castration avec anesthésie, de ce point-là, il n'y a pas de problème. Les porcs castrés sont acceptés par le maillon abattage sans grande difficulté. Donc les freins, quels sont-ils? Déjà historiques, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait des dizaines d'années qu'on castre les cochons comme ça, à vif. Donc pourquoi remettre en cause des particularités? On en parlait dans les précédentes interventions jusqu'à aujourd'hui, la difficulté aussi du changement. Et puis des interrogations aussi des éleveurs sur l'intérêt de l'anesthésie pour le porc, à quoi ça peut bien servir. Et là, j'ai repris une enquête qui avait été réalisée en 2020 auprès de professionnels du secteur wallon, donc c'était en Belgique, mais on ferait l'enquête en France, on aurait probablement le même type de résultat. Et on demandait aux gens, est-ce que pour vous, la castration à vif cause de la douleur au porcelet? Et quand on interroge des experts, donc je pense qu'ici dans la salle, on serait tous dans cette première colonne, ou une bonne partie en tout cas, on serait plus de pratiquement 80% à dire oui, ça cause de la douleur au porcelet, et puis pratiquement 20% qui vont dire non. Par contre, quand on pose la même question aux éleveurs, vous voyez qu'il n'y a pas 40% des éleveurs qui disent que la castration à vif cause de la douleur au porcelet. Et il y a un petit peu autour de 60% qui vont dire non, ça ne cause pas de douleur au porcelet. Donc la perception entre experts et entre éleveurs est déjà différente. Et même au sein des éleveurs, entre les éleveurs qui sont en production conventionnelle et en production alternative ou en production biologique, on voit que la répartition n'est pas tout à fait la même. Et que les éleveurs en production conventionnelle, par exemple en Belgique, étaient très majoritaires à dire non, ça ne cause pas de douleur au porcelet. Alors ça, ce résultat est à mettre en parallèle avec des résultats qui avaient été obtenus par Valérie Courboulet aussi sur les douleurs lors des interventions sur les éleveurs, sur les animaux.
Et que certains éleveurs qui signalaient que ça ne semble pas avoir des conséquences pour l'animal, et puis que certains éleveurs considéraient que la prise en charge de la douleur était inutile. Donc on part de ce constat aussi, c'est que la question de la douleur, si elle peut faire consensus dans certains milieux, ne le font pas nécessairement pour tous. Donc des questions sur l'interrogation sur l'intérêt de l'anesthésie, et puis des questions aussi sur le protocole pour l'anesthésie, qui est considéré comme compliqué, avec beaucoup de manutention, une pénibilité, et puis un temps de travail associé à cette castration avec anesthésie. Ici, j'ai repris quelques photos donc de la manière dont c'est fait dans notre station porcine à Crécom, avec une première injection avec un analgésique, une deuxième injection dans chacune des testicules avec une anesthésie locale dans les testicules. Ensuite, un délai d'attente que l'anesthésique fasse son effet, entre 5 et 30 minutes. Donc on va attendre tout ça. Après, on va faire la castration en proprement parler. Après, on va mettre un cicatrisant sur l'animal. On va le reposer dans la case de maternité où aura lieu la castration, mais vous voyez que ça prend beaucoup d'étapes, beaucoup de manutention, du temps d'attente aussi. Donc, les éleveurs, ils n'attendent pas 30 minutes entre chaque. Ils font une case maternité, après ils reviennent. Donc, il y a toute une révision aussi des façons de faire au sein de l'élevage. Et tout ça doit se faire après une formation obligatoire avant de réaliser la castration. Donc, formation obligatoire, d'abord une formation en ligne et qui est complétée par une visite des vétérinaires sur site pour bien vérifier que les choses sont faites. Et le nombre de protocoles qui est disponible, en gros, aujourd'hui, c'est celui-là. Il n'y a pas beaucoup d'autres éleveurs qui ont d'autres solutions que celle-là. En tout cas, pour le faire eux-mêmes. L'autre conséquence, c'est que, qui pose aussi question à un nombre d'éleveurs, c'est que je vous ai mis à gauche une photo avec des porcelets castrés avec anesthésie, et puis à droite, une photo de porcelets castrés sans anesthésie. C'est la même photo, vous l'avez tous remarqué. Mais ça pose aussi question parce que quelques jours après la réalisation de la castration, donc j'espère qu'il n'y a pas de porc femelle là-dessus parce que vous me le direz, mais au bout de quelques jours, en fait, on ne voit plus ce qui a été fait. Est-ce que ça a été fait avec anesthésie ou sans? C'est peu visible. Ce qui pose aussi des questions par rapport à du contrôle, et ce que je soulignerai tout à l'heure. Donc le temps de travail, le protocole, et puis enfin, l'autre point qui est très important, c'est le coût en termes d'anesthésie, le produit en lui-même et les conséquences en termes de travail, mais aussi les moindres performances par rapport au mal entier. Donc là, j'ai repris les chiffres de l'IFIP, donc sur le Cimalter. Donc c'est les derniers publiés en novembre 2022, avec l'incidence économique par rapport au mal entier. Donc on voit ici sur le graphique que les porcs castrés sont moins bien payés parce qu'ils sont plus gras, mais l'essentiel, donc en vert, c'est les dépenses de santé. Donc en dépenses de santé, c'est le produit de l'anesthésiant, mais c'est aussi le temps de travail. C'est quelques centimes par porc. Vous voyez que l'essentiel de la différence par rapport au mal entier, c'est en rouge. Ici, c'est la charge alimentaire liée à la moindre efficacité du porc castré par rapport au mal entier. Donc ça fait quand même 6,46 € par porc sorti de différence. Donc ça commence à faire de l'argent. Mais aujourd'hui, donc, il y a une prise en charge en fait, du différentiel qui est pris par les abattoirs, ou certains abattoirs en tout cas, avec 3 centimes de plus-value par mal castré et un moins-value de 4 centimes par mal entier, donc qui permet de corriger en partie cette différence. Alors si on revient pour conclure sur cette castration avec anesthésie, en termes de freins, on va en retrouver autour des connaissances et des représentations, des protocoles de réalisation ou des coûts. Alors quels sont les leviers? Déjà, par rapport aux connaissances et aux représentations, c'est de la formation et de l'information, et ça, c'est fait, c'est bien fait. Donc la formation, je vous ai dit, est obligatoire. Des protocoles avec des demandes d'éleveurs et de la filière aussi de pouvoir développer d'autres protocoles que celui que je vous ai présenté là, notamment par exemple avec de la castration, de l'anesthésie générale des animaux avec le gaz, par exemple, qui est autorisé en Allemagne mais qui est interdit en France. Et les différences en termes de coûts, donc qui nécessitent la prise en charge de ce surcoût, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par certains abattoirs. Et en termes aussi de, pour essayer de lever certains freins, nécessité de vérifier, de regarder ce qui se passe au travers des contrôles qualité qui pourraient être faits par les services qualité des filières, mais aussi par les contrôles de l'État, parce que donc on est bien sur un point réglementaire aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une démarche volontaire. Deuxième point, l'immunocastration, donc les porcs immunocastrés, donc qui sont plus ou moins acceptés par le maillon abattage. Par exemple, ils ne sont pas acceptés en production biologique. Donc certains abatteurs l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas, ou certaines filières.
Donc c'est quoi le principe? C'est de réaliser l'injection d'un produit, c'est un analogue au GnRH qui entraîne une réponse immunitaire qui va bloquer tout le processus de fabrication des androsténones et du scatol. Donc avec une première injection du vaccin au bout de 12 semaines, une deuxième injection 4 à 6 semaines avant l'abattage, et pour quelques animaux, sur une partie des animaux, une troisième injection qui est nécessaire pour éviter le développement testiculaire. Alors, quels sont les freins? La première crainte très forte au niveau de l'élevage, c'est le risque d'auto-injection. Et pour ça, celui qui commercialise en fait le produit travaille beaucoup, il a beaucoup communiqué sur le pistolet qui permet de faire cette injection avec un triple sécurité pour éviter les auto-injections. Mais à ça se rajoute la crainte d'image et de risques médiatiques liés à l'immunocastration. Et là, j'ai repris un exemple de ce qui s'est fait il y a une dizaine d'années donc j'ai repris un article de Que choisir de 2012 qui s'appuyait sur une enquête de Zoetis, donc Zoetis qui commercialise le vaccin et qui concluait, c'est bizarre que celui qui commercialise le vaccin soulignait que le consommateur exprimait un fort intérêt pour la vaccination pour réduire l'odeur du mal entier. On s'en doutait. Et puis la question que posait Que choisir à l'époque pour les consommateurs, c'est quels auraient été les résultats de l'enquête si à la place de vaccin, on avait remplacé le mot par castration chimique ou castration chimique par injection d'un produit dont la manipulation est formellement déconseillée aux femmes enceintes qui doivent s'entourer de sérieuses précautions. Donc je voulais quand même le signaler parce que ces questions d'image et de perception sur la question de la vaccination est quand même posée depuis de nombreuses années. Et donc j'ai repris les résultats d'un travail qui a été fait très récemment, donc je ne pense pas que vous l'avez publié encore au niveau du LIT. Donc cette année, auprès de 297 consommateurs enquêtés sur la question de l'immunocastration, et avec un nuage de mots là, qui apparaît, c'est quand on demande à des consommateurs à quoi ça vous fait penser le mot immunocastration, en gros c'est ce que disait Que choisir précédemment, à quoi on associe immunocastration, chimie, médicaments, injections, hormones, immunothérapie, voilà, souffrance. Donc voilà ce qu'il en est aux consommateurs qui est non averti, à qui on n'explique pas ce qui se passe. Et ce que souligne le travail du LIT, c'est que sans apport de connaissances, c'est une acceptation très modérée de l'immunocastration et qui est variable aussi selon le mode de production avec des consommateurs qui disent non, pas pour le bio et pas pour le label. Donc ça est réservé à certaines productions. Donc cette question de l'image est quand même très très forte de la part de nombreux éleveurs qui disent mais attention, si on va là-dessus, on sait pas comment, on sait qu'on y va, mais on ne sait pas comment on va sortir. En temps de travail, c'est aussi des conséquences en termes de temps parce qu'il faut faire des injections. Et là, c'est sur des animaux lourds, âgés. C'est aller faire des injections, non pas sur des petits porcelets comme je vous ai présenté la photo tout à l'heure, mais sur des cochons qui font 60-80 kilos dans lesquels il faut rentrer dans les cases ou trouver des modalités pour pouvoir aller faire les injections. Donc quand on se retrouve dans un groupe de mâles et à faire des injections, c'est pas toujours très rigolo. Et des coûts également, des coûts associés. Donc là, sur ce graphique, j'ai repris l'anesthésie, vous l'avez déjà vu le graphique, et là j'ai repris pour l'immunocastration. Mais on voit aussi que par rapport au mal entier, c'est 2,52 € de moins-value par rapport au mal entier avec l'immunocastration. Là, l'essentiel du surcoût étant lié au prix, aux dépenses de santé, donc au prix du vaccin et au travail. Donc la vaccination en tant que telle étant évaluée à 3,54 € par porc mâle. Donc c'est mieux que le castré avec anesthésie, mais on n'est pas encore au niveau du mal entier en termes de gains économiques. Donc les coûts, l'autre aspect aussi, c'est le peu de promotion par la filière. Donc je vous ai dit qu'il y a quelques éleveurs qui le font. C'est très difficile de savoir aujourd'hui quel pourcentage, et ça se fait dans une certaine, je dirais, discrétion. Il n'y a pas beaucoup de membres de la filière qui disent qu'ils font de l'immunocastration, mais ça se fait. Et acceptation aussi, ou pas, par certains cahiers des charges. Par exemple, c'est interdit en bio et par certains abatteurs. Alors, si je reprends donc, en termes de freins et leviers, donc les freins en termes de connaissances et représentation, besoin de rassurer l'éleveur quant au risque, ou l'absence de risque en tout cas d'auto-injection. Quid du risque médiatique, parce que là-dessus, on pourrait passer du temps à discuter de ça sans avoir de solution à proposer, mais ça reste là quand même. On l'a bien vu avec l'enquête par le LIT. En termes de marché ou de cahier des charges, c'est la possibilité de réalisation ou pas de l'immunocastration.
Si certaines filières sont fermées à l'immunocastration, on pourra faire tous les discours qu'on veut, il n'y en aura pas. Et les coûts, vous avez vu qu'il y a un petit différentiel. Donc c'est la prise en charge en fait, de ce surcoût par les abatteurs qui pourrait être prise en compte. Et puis dernière alternative, le mal entier. Donc est-ce que c'est le Graal en termes d'alternative? J'en sais rien, je vous laisserai juger. Qui représente quand même des intérêts majeurs par rapport au niveau de l'élevage. En termes de travail, il n'y en a pas, en tout cas au niveau de la castration. Donc déjà, là, ça résout quand même un très très gros problème au niveau des élevages. En termes économiques, un avantage considérable en termes d'efficacité alimentaire. Vous avez vu tout à l'heure les résultats. L'essentiel en fait du différentiel en termes de coûts était lié à cet aspect économique. Puis un intérêt aussi en termes de communication sur le bien-être animal, en disant, voilà, on ne castre plus les cochons, donc c'est favorable au bien-être. Et dans beaucoup des référentiels, dans celui du lit en particulier, quand on en avait discuté, c'était presque la chose à regarder en priorité. On fait du mal entier si on veut faire des cahiers des charges bien-être. Mais la chose est pas si simple que ça. Alors, en termes de freins, il y en a quand même beaucoup. En termes historiques, déjà, pour de nombreux éleveurs, on ne fait pas de mal entier, point. Il n'y a pas à discuter. Ça fait des décennies qu'on castre. Pourquoi on arrêterait? Mais ça, c'est en train de changer. Des freins au niveau des filières. Encore récemment, un seul abatteur acceptait des mal entiers. C'était la Cooperl. Tous les autres n'en voulaient pas. Donc c'est en train de changer depuis quelques mois, mais ça avance doucement, mais ce n'est pas encore accepté par tous les abatteurs. Se pose aussi la question, peut-être à terme, de saturation du marché. Tout à l'heure, je vous ai dit autour de 40% de porcs mal castrés, entiers plutôt. On envisage que d'ici le début de l'année prochaine, on soit à 50%, mais certains des opérateurs que j'ai contactés là me disaient, mais est-ce qu'on ne va pas arriver finalement à la saturation en termes de demande, par rapport aussi aux besoins des filières en termes de transformation. Un autre enjeu, qui je trouve a beaucoup joué, c'est l'entrave au caractère libéral du marché du porc. Beaucoup d'éleveurs avaient l'habitude de vouloir commercialiser, qui voulaient bien vendre ces cochons, et notamment au niveau du MPB, à la vente des porcs. Et la question du mal entier a reposé tout. Et les premiers cochons qui ont été vendus au marché du porc, c'était en juin 2023. Donc il a fallu attendre quand même un temps long avant que les premiers porcs mal entiers arrivent au marché du porc. C'est-à-dire que le caractère libéral d'un certain nombre d'éleveurs de porcs qui mettent en vente leurs cochons ne passait pas par le MPB. C'est-à-dire qu'il faut trouver des systèmes, donc ça repose toute la question de la commercialisation des animaux. Et aussi des groupements qui disent surtout ne vous lancez pas sans certitude que le porc sera vendu. Technique aussi en termes de type d'élevage, de conception, d'âge à l'abattage ou de génétique. Donc il y a des freins techniques qui ne sont pas accessibles à tous les éleveurs, en tout cas pendant toutes les filières. De qualité des carcasses, avec acceptation par les cahiers des charges. Il y a la grande question dans le sud-ouest et puis la transformation du jambon sec par exemple. Et la nécessité pour les abattoirs de mettre en place la détection et de pouvoir écouler aussi les carcasses odorantes. Je vous ai dit 2%, mais il faut quand même les écouler. Et économique aussi lorsque le taux de carcasse est odorante. Donc on peut faire des calculs avec 2%. Si on est à 5%, le bilan économique peut changer. Et enfin, le comportement du porc, qui est aussi un élément en termes de frein, puisque qui dit mal entier dit comportement de monte. Et donc là, c'est une photo que j'ai prise dans la station de Crécom, donc avec des porcs mâles entiers et femelles mélangées élevées sur litière. Il y a certaines femelles qui vivent sans doute des moments sympathiques en fin d'engraissement. Et ce qu'on a mesuré, par exemple, c'est les griffures et les lésions cutanées chez les porcs. Donc ça, c'est des données qui vont être publiées aux prochaines journées de la recherche porcine, où on voit qu'il y a plus de 50% des cochons sur caillebotis qui ont des griffures importantes ou excessives, et pratiquement 70% sur litière. Donc ça pose quand même question aussi en termes de bien-être animal. Donc en termes de connaissances, de représentation, besoin de rassurer les éleveurs, mais là ça se fait assez facilement. De solutions techniques aussi par rapport à un certain nombre de facteurs de risque, et notamment dans les filières en dehors du conventionnel. Et des questions en termes de marché, de cahier des charges, avec pouvoir rassurer en termes de marché libéral sans contractualisation, et d'acceptation aussi, c'est ça sans doute le plus gros verrou aussi, par les abatteurs des mâles entiers. Donc pour conclure, je dirais qu'il y a une solution qui doit être trouvée pour chaque élevage qui dépend de son environnement économique, géographique, technique, du mode de production, de l'agencement des bâtiments, de la main-d'œuvre disponible, et que chaque alternative a ses propres freins et leviers. Il n'y a pas la solution miracle, c'est pas vrai, j'y crois pas. Et que dans cette
solution de l'arrêt de la castration à vif. Il y a un jeu d'acteurs autour d'une controverse. Donc j'en ai cité quelques-uns qui sont très nombreux. Alors il y a eu beaucoup de thèses qui ont été faites sur l'arrêt de la castration à vif des cochons avec les différentes alternatives. Il n'y en a pas beaucoup en sociologie, mais il y aurait de quoi en faire des bouquins de sociaux sur tout ce que ça a eu en termes de jeu des acteurs sur cette question, avec des jeux au niveau de la filière. C'est assez passionnant. Et pour conclure, je dirais que c'est une problématique sociotechnique qui a d'abord été traitée sous l'angle technique et économique. Et on l'a vu ici, j'ai illustré beaucoup de leviers qui ne sont pas des leviers techniques, mais qui sont bien des leviers sociaux, et qui oublient parfois que l'objectif initial, en tout cas de la réglementation, était d'améliorer le bien-être du porc en supprimant l'acte douloureux, qui était la castration à vif. Et donc, je vous invite, si vous voulez voir nos cochons à la station de Crécom. Donc, ils ne sont plus castrés, mais on ne leur coupe plus la queue non plus. Donc, ça se passe relativement bien aux griffures passées, quoi. Merci Voilà. beaucoup, Yannick. Donc, une question importante. Et puis là, on n'est pas du tout donc, dans la niche. On est sur une question qui doit concerner l'ensemble des éleveurs de porcs et l'ensemble des cochons avec l'une des solutions. Est-ce que vous avez des questions, Oui. Bonjour. Je voulais savoir, moi je voulais revenir sur les protocoles de castration avec anesthésie, parce que sur le site de l'IFIP, il y en a deux, et donc il y en a un avec une autorisation de mise sur le marché, et il y a le deuxième avec le trisolfène, qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, et je voulais savoir si vous saviez où ça en était au niveau de la France ou pas. À ma connaissance, c'est toujours pas accepté, et je ne sais pas si ça le sera un jour. Et je vois Valérie là, qui a rédigé les protocoles. Non. Bon. Donc, il y a le protocole que je vous ai présenté de façon très simplifiée, mais à part celui-ci, il n'y a pas d'autre protocole accessible aujourd'hui pour les éleveurs. Ok, merci. Merci. Oui, Yannick, Jean-Louis Perrault-Tinra. Je t'ai senti très réservé sur l'immunocastration. Enfin, tu es resté bien sûr très factuel dans l'exposé, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Est-ce que c'est une technologie qui peut avoir de l'avenir? Parce qu'il y a quand même beaucoup de projets de recherche, y compris au niveau européen, qui travaillent sur l'immunocastration. Et il y a au niveau français, quelques startups qui travaillent sur la mise au point de, entre guillemets, vaccins, où il n'y aurait qu'une seule injection à faire au cours de la vie du porc. Moi, je pense que c'est une alternative qui a toute sa place, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui comparent immunocastration à castration, mais c'est plus ça qu'il faut faire, c'est comparer immunocastration, donc une injection, avec le protocole d'anesthésie. Et où là, il y a aussi quand même beaucoup de boulot. Et je pense que l'un dans l'autre, moi j'ai rencontré quelques éleveurs qui pratiquaient l'immunocastration. Je ne suis pas sûr qu'ils reviendraient, qu'ils feraient marche arrière et qu'ils reviendraient à la castration avec anesthésie. Ils passeraient peut-être au mal entier, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils reviendraient avec la castration avec anesthésie. Pour moi, le verrou, c'est celui de l'image et du risque médiatique qui est posé. Et là-dessus, on pourra faire tous les discours qu'on veut. On est quand même aussi sur une population de consommateurs qui a aussi ses propres représentations par rapport à ce que c'est l'élevage, par rapport au risque. Si je résume bien, le travail du LIT, c'était de se dire, pour que l'immunocastration passe, il faut éduquer le consommateur. Ça fait quand même beaucoup de monde à éduquer, quoi. Donc, si on ne base que là-dessus, bon, pourquoi pas, mais je pense, voilà, il y a un frein, il y a un risque, c'est plutôt un risque. Alors, est-ce que le risque, il est fort ou est-ce qu'il n'est pas fort? Je ne sais pas. En tout cas, en termes de praticité de la réalisation dans l'élevage, moi, je n'ai pas trop de doute par rapport à ça. Ça le fera. Oui, toujours dans le même sujet. En fait, est-ce que le problème ne vient pas justement de la sémantique, quoi, puisque l'immunocastration, comme vous dites, moi, je n'utilise jamais ce mot-là, c'est vaccination anti-odeur, parce qu'on parle bien de vaccin. Je suis d'autant plus libre parce que je n'en vends pas. Et en fait, la castration, c'est pas une castration, puisque c'est réversible. Donc, si jamais il y avait une auto-injection, il ne faut pas trop s'inquiéter quand même. Donc voilà, je pense que la sémantique est extrêmement importante sur ce dossier. On est passé de castration chimique il y a 10 ans à immunocastration, c'est déjà mieux. Mais maintenant, demain, il faut parler sans doute de vaccination. Oui. Et deuxième question, l'isofurane, est-ce qu'il y a, vous en avez parlé un petit peu, enfin sur l'anesthésie générale, est-ce que ça va être autorisé en France ou... Je pense que c'est le même niveau que... C'est autorisé avec présence d'un vétérinaire. Voilà, donc
c'est en présence d'un vétérinaire. Mais donc ça veut dire qu'il n'est pas dans les mains d'un éleveur qui voudrait faire ça tout seul chez lui. Mais avant que ça soit mis à disposition des éleveurs pour qu'ils le fassent tout seuls chez eux sans présence d'un vétérinaire, je pense qu'on verra encore beaucoup d'eau couler sous les ponts. Et par rapport à la question de la sémantique, oui, ça joue beaucoup. Je l'ai bien vu par rapport. C'est ce que j'ai voulu illustrer par rapport aussi aux articles de Que Choisir. Donc, si on base tout l'avenir d'une filière sur de la sémantique, moi, je veux bien. Moi, je suis pas un pro de la com, mais je sais pas. Je sais pas. Je suis d'accord que ça joue, que c'est important, mais est-ce que ce sera suffisant Je n'en sais rien. En tous les cas, il y a un débat. Allez, on va prendre une dernière question. Donc Florence Gondret, INRAE. En fait, une question un petit peu différente, mais comme on est dans le cadre à la fois bien-être animal, évolution des systèmes d'élevage, notamment vers plus de plein air, pardon, plus de parcours assez large. Est-ce que tu peux nous commenter l'immunocastration? Alors on va pas l'appeler comme ça, mais l'injection de l'Improvac là sur les femelles. Classiquement, en tout cas pratiqué en Espagne, et aussi avec une expertise ANSES sur ça pour les élevages plein air. Alors, j'ai pas d'expérience là-dessus, mais si on revient sur des questions de sémantique, moi j'aimerais bien savoir comment ça pourrait passer, par exemple, si on explique aux consommateurs qu'on va faire de l'immunocastration ou de la vaccination chez les femelles. De l'anti-GnRH en fait. Voilà, bon. Si on explique aux consommateurs qu'on met de l'anti-GnRH, je suis sûr qu'ils vont tous comprendre. Ça. Là, ça me pose quand même question aussi, ouais, Voilà. sur les femelles. Quelque part, c'est dans le débat là qu'on a sur des évolutions visant au bien-être animal et la représentation qu'en a le citoyen ou le consommateur. Enfin, c'est quand même des choses sur lesquelles ça fait écho. C'est-à-dire que, on l'a vu l'exposé. Il y a 2-3 exposés avant là sur les évolutions des modes d'élevage. Voilà, le système plein air semble être le système plébiscité, et quand même avec parfois des pratiques qui visent à en limiter certains inconvénients, mais avec des actes qui, effectivement, si le consommateur le sait, posent question. Oui, puis même les éleveurs, quand on en parlait il y a quelques années, c'était ce qui faisait référence, c'était le veau aux hormones, en fait. Où il y avait eu quand même une crise très importante il y a je ne sais plus combien d'années, mais ça fait un certain temps. Et ce qu'ils ont peur, certains, en fait, c'est qu'on renvoie ça à la figure en se disant, mais finalement, on fait des injections pour favoriser la production animale. Et ça, c'est une certaine crainte, il faut savoir l'entendre aussi, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien savoir, c'est que chez les citoyens ou les consommateurs, il y a tout un tas de registres d'incertitudes différents. Certains concernent le bien-être animal, d'autres concernent la santé, d'autres concernent l'environnement, etc. Et c'est l'ensemble de ces incertitudes qui fait l'objet d'hésitations, de controverses, de questionnements. Et donc, les réponses qu'on peut apporter, elles ne peuvent pas concerner un seul, et c'est pour ça que c'est important ce que dit Yannick, un seul des côtés, sans prendre en compte l'ensemble des questionnements et sans proposer finalement des modèles différents, mais qui tiennent compte d'une série de questions sur différents sujets.